Je m'appelle Lorraine. J'ai longtemps parcouru le globe en quête de paysages aquatiques. J'ai transformé mon regard en volonté farouche de préserver ce patrimoine naturel inestimable. Aujourd'hui, je vis dans le nord des Landes. Et pour cette première saison, j'ai décidé de vous faire découvrir mon pays d'adoption, le pays de Borne. Les loutres sont restées très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup d'autres pays. Narandis sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc c'était une forêt humide. Pays des Landes. Elle est devenue forêt. C'est un territoire qui est longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région des Landes. Mais avant de plonger dans cette région du nord des Landes, c'est à Rochefort-sur-Mer, sur un territoire aux paysages variés, au beau milieu de prairies, ébocagères, roselières et marais salants, entre estuaire et océan, que nous avons rejoint Bastien Coïc, animateur de la structure qui fédère les gestionnaires des sites Ramsar France. Baladons-nous avec lui entre imaginaire et réalité et tentons de répondre à la première question. Bastien, en fait, une zone humide, c'est quoi ? La définition des zones humides, au sens de Ramsar, en fait, c'est une définition qui est très vaste, qui est une approche sur un milieu écologique. Et c'est défini comme ça, en disant que ce sont des étendues de marais, de tourbières, donc d'eau naturelle ou artificielle. Cette eau, elle peut être permanente ou temporaire, elle peut être douce, saumâtre ou salée. Et ça comprend également des étendues d'eau marine dont la profondeur est inférieure à 6 mètres à marée basse. On voit que la gamme de milieux que ça recouvre est très importante. Ça peut être des marais, des lacs, des estuaires, des mangroves en outre-mer. Ça peut être des vasières, donc toute la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Ça peut être également des étangs de pisciculture, des marais salants. Voilà, donc on a vraiment toute une gamme, des tourbières, on a vraiment toute une gamme de milieux qui correspondent à cette définition des zones humides, au sens écologique du terme. Après, il y a également une définition, mais qui est réglementaire, et là qui est, on va dire, plus spécifique et presque technique au niveau français. Mais voilà, si on parle de zone humide au sens large, c'est vraiment cette définition-là qu'il faut avoir en tête. Alors effectivement, c'est une définition assez large des zones humides dans le monde entier, non seulement en France. Alors pour mieux s'y retrouver, est-ce qu'on peut les classifier ? On va dire il y a 3 grands types, en tout cas la Convention de Ramsar définit 3 grands types. On va dire qu'il y a les zones humides intérieures, donc ça peut être les rivières, les cours d'eau, les lacs, ça peut être également des zones humides d'altitude, donc certains glaciers, des tourbières de montagne. Ensuite on a les zones humides, on va dire côtières ou marines, donc là on va avoir les lagunes en Méditerranée, les bords de mer, donc les strands, donc les zones de balancement des marées. Ça peut être les deltas, des marais salés, les mangroves en outre-mer, les eaux marines peu profondes, comme je disais tout à l'heure, donc une partie des récifs coralliens, certains herbiers marins également. On a la dernière partie qui sont, on va dire, les zones humides artificielles, c'est-à-dire créées par l'homme. Donc ça peut être des rizières, des marais salants, des étangs des étangs qui ont été créés il y a des siècles pour le poisson, donc les étangs d'aquaculture, je pense notamment à la Brenne ou dans la Dombe, voilà, ce sont considérés comme écologiquement des zones humides. Donc 3 grands types. Merci Bastien. Donc on a vu la définition d'une zone humide, passé en revue leurs différents types, pour que chacun se rende bien compte qu'il y a forcément une zone humide non loin de chez lui. Pouvez-vous nous donner des exemples, en partant du littoral et en allant vers l'intérieur des terres ? On va avoir déjà toute la partie baie, donc par exemple la baie du Mont-Saint-Michel est considérée comme une zone humide. On va avoir le golfe du Morbihan, voilà, toute la partie où l'eau est assez peu profonde et donc écologiquement on est sur une zone humide. Ça peut être les grands marais littoraux de la façade atlantique, comme le marais breton en Vendée, ce sont les baies, la baie d'Audierne en Bretagne. Ce sont ensuite les marais qui sont juste derrière la mer, donc le marais du Cotentin par exemple. On va avoir côté Méditerranée les étangs palavasiens, à côté de Palavas-les-Flots, la Camargue bien entendu, tout le monde connaît la Camargue. Et puis quand on rentre dans l'intérieur des terres, on va avoir des fleuves comme les rives du Rhin, la vallée de la Somme,
On va avoir également les étangs d'aquaculture comme la Brenne, la Dombe, qui sont des grandes zones d'étangs. Et puis on va avoir, en remontant un petit peu en altitude, donc les lacs et tourbières de la montagne du Jura, du massif jurassien. Voilà, le lac du Bourget, dans l'Ain, et le marais de Chautagne. Voilà un petit peu ce qu'on a. Alors là, c'est pour la partie métropole. On a également les marais salants à Guérande. On n'a jamais quitté le marais. Lui, il a travaillé, je vous dis, 2 mois peut-être au chantier, mais il a redonné. Il dit les marais, avant. Les marais, c'est toute votre vie? Ah, toute notre vie, monsieur. Toute notre vie, ça a été nos marais. Toute notre vie. Avec mes parents et toute notre vie. Les marais salants de Guérande, les marais salants sur l'île de Ré. Et puis en Outre-mer, on va avoir les grands estuaires, l'estuaire du Sinnamary en Guyane. Les estuaires de Guyane et plus largement des Guyanes sont relativement peu connus. Or, ils ont un rôle extrêmement important, aussi bien écologique en tant que lieu d'échange entre des apports d'origine continentale et des apports marins, que lieu de nurserie, de nourricerie pour de nombreuses espèces. Les marais de Caux sont des grands marais également en Guyane, le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe. On a la réserve des terres australes françaises dans les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam. On a également des étangs, l'étang de Saint-Paul à La Réunion qui a été labellisé il y a 3 ans. Voilà, qui est aussi un étang qui permet aussi d'avoir des activités de loisirs dessus, où les gens vont se promener autour de cet étang-là. Voilà un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on est sur une gamme très large de milieux et très diversifiée en termes paysagers. Donc on a parlé de différentes zones humides artificielles, notamment liées à l'aquaculture. Est-ce qu'il y en a qui sont plus liées à l'agriculture ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'agriculture est une des premières occupations du sol sur les zones humides, l'agriculture au sens large. Il y a notamment pas mal d'agriculture sur des prairies humides. Donc, c'est des prairies qui vont être en fait inondées en hiver, pas forcément avec des grosses profondeurs, mais sous l'eau, et donc ensuite vont être exondées en été. Et à ce moment-là, les vaches vont pouvoir pâturer sur ces prairies-là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, la végétation sera un petit peu en retard par rapport à des prairies sèches classiques, et donc permettront d'avoir de l'herbe plus tard, et donc de pouvoir déplacer le bétail, le troupeau sur d'abord les prairies sèches, puis les prairies humides, dont la végétation à ce moment-là aura eu le temps de grandir, de croître, et sera encore verte quand l'herbe des prairies sèches aura déjà été soit mangée, soit aura commencé à sécher avec l'été. D'ailleurs, justement, aparté par rapport à ça, dans les Landes, il y a les barthes. Mais c'est exactement le même principe sur Angers, là, sur 6000 hectares qui sont inondés en hiver, et en été, il y a les vaches qui pâturent, il y a de la fauche également pour avoir du fourrage, et notamment en plus avec des enjeux de préservation écologique, puisqu'il y a une espèce très rare qui niche dans ces basses vallées angevines, le râle des genêts, dont le nom latin c'est crex crex par rapport à son bruit qu'il fait. Et donc pour ça, il faut en fait faire une fauche tardive pour que parce que l'animal, l'oiseau, en fait niche au sol dans les prairies, et donc il faut faucher tard pour que les œufs et les petits aient le temps d'éclore et de prendre leur envol avant que les fauches soient mises en place. Donc on fauche plus tard, mais comme vous allez perdre en qualité de fourrage, on vous donne de l'argent en échange. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les zones humides, en fait, avec vraiment une entrée agricole, et petit à petit basculer sur l'aspect environnemental et sur ces enjeux-là. C'est hyper intéressant parce qu'on est sur des milieux où il y a toujours une activité humaine, et donc on est obligé de concilier justement les différents usages, les différents enjeux de ces milieux-là, à la fois écologiques, là agricole, mais ça peut être touristique, économique au sens large. C'est-à-dire les agriculteurs, quand ils ont besoin de ces terrains-là aussi pour faire vivre leur exploitation. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper complet comme milieu. C'est des milieux qui étaient assez mal vus, c'est considéré comme des lieux dangereux, insalubres et autres. Quelque part dans les mortels marécages de la mélancolie. Le vrai souci, c'est que du coup, elles ont été dégradées, détruites. Personne n'y allait, donc il y a une sorte de déprise, un enfrichement, et petit à petit, le caractère humide s'est perdu. Soit elles ont été asséchées, soit depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elles ont été retournées, et là, c'est l'urbanisation, l'artificialisation qui les a détruites. Mais au fur et à mesure que ces zones humides ont disparu, on s'est rendu compte en fait de leur intérêt, paradoxalement. Donc on sait aujourd'hui que les zones humides en fait nous rendent de nombreux services, naturellement et gratuitement. Bien sûr, nous le découvrirons au fil des épisodes, mais dans les grandes lignes, Bastien, en quoi les zones humides sont-elles utiles ?
Par exemple, la première chose, c'est l'eau. Une zone humide, elle va fonctionner un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'en hiver, elle va absorber et stocker l'eau qu'il peut y avoir en excès, qui peut tomber en excès en hiver, pour pouvoir ensuite contribuer plus facilement à la recharge des nappes. Et à l'inverse, en été, quand l'eau manque, elles vont relarguer une partie de cette eau et permettre de faciliter ce qu'on appelle le débit d'étiage des rivières, donc le débit qu'il y a quand il n'y a pas d'eau dans les rivières. Donc elles vont limiter en fait les effets de la sécheresse, donc au niveau des cours d'eau, mais également au niveau des terrains, des prairies. On parlait des prairies humides tout à l'heure. Elles vont également avoir sur la côte un effet de frein, on va dire, pour les tempêtes. Toutes les zones humides littorales, en fait, elles vont avoir un effet où elles vont casser les vagues et la force des tempêtes. Donc derrière, elles vont protéger les habitations humaines. Derrière ces zones humides-là, l'effet sera vraiment atténué. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup de gens vivent en bord de l'eau et en bord des côtes. Donc ça a des enjeux aussi en termes humains. C'est également des milieux qui vont capter du carbone, et capter énormément de carbone. Pas en très grande quantité, mais elles en stockent depuis des milliers d'années. Et donc le stock de carbone qui est emmagasiné dans ces sols est considérable. Juste pour donner un ordre d'idée, on parlait des tourbières tout à l'heure. Les tourbières, c'est 3% des terres émergées à peu près, et elles stockent 30% du carbone qui est présent dans tous les sols de la planète. Donc le ratio, il est gigantesque. Quelles seraient les conséquences d'un assèchement soudain des zones humides ? Le problème, c'est que quand on va assécher ces zones humides-là, le carbone va être relargué. Donc, on va libérer énormément de carbone dans l'atmosphère si on ne préserve pas ces milieux-là. Donc, il y a cet enjeu-là de carbone. Et puis après, aujourd'hui, c'est des milieux qui vont aussi avoir des fonctions épuratrices pour épurer l'eau. On parlait de la quantité d'eau et le fait de la stocker et la relarguer, mais vont aussi la filtrer et l'épurer en piégeant les matières en suspension, en la filtrant pour faire en sorte de stocker les éléments un petit peu polluants jusqu'à un certain seuil. Et puis après, comme on est sur des territoires qui sont à la limite entre l'eau et la terre, eh ben, on est sur ces espaces de transition, naturellement, écologiquement, c'est très riche. Donc on a une biodiversité incroyable, que ce soit au niveau des oiseaux, mais aussi sur tous les autres aspects de la faune, les poissons, les insectes, les macro-invertébrés, également les plantes. Donc on est sur des milieux qui sont vraiment très 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 riches, et là-dessus ça a des enjeux à la fois en termes de préservation de la nature, de la biodiversité d'une manière générale, mais aussi derrière pour nous humains qui allons nous promener, qui voulons aller observer la nature, ben, on est sur des milieux où il y a toujours des choses, il y a une biodiversité qui est très riche. Vous voulez aller dans la nature, vous voulez voir des bestioles et des belles plantes, vous allez dans une zone humide, vous ne pouvez pas y rater, vous trouvez forcément quelque chose de joli. C'est vrai, hein. Je pars en vacances et à chaque fois, je vise les zones humides parce que je sais qu'il y aura des choses à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image un petit peu des zones humides, voilà, les aspects insalubres, la malaria, c'était ça, hein, c'était le mauvais air. Ça a beaucoup contribué, hein, les légendes autour des zones humides ont fait d'ailleurs beaucoup de mal à ces milieux-là. On le voit même dans les films, dans le cinéma, dans les BD, à chaque fois, les endroits malfamés où il y a une sorte de brouillard, où il se passe des choses un peu louches, où il y a les brigands qui vont... voilà, c'est dans les zones humides. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, même dans les dessins animés. Hein. Qui vous a permis de squatter mon marais ? Shrek, c'est l'ogre méchant que personne ne veut voir qui vit au milieu du marais. Bon ben voilà, c'est l'imaginaire collectif de la zone humide, endroit malfamé et insalubre. Mal connu surtout, en fait. Merci Bastien Coïc d'avoir trouvé les mots pour nous expliquer ce qu'est une zone humide. Dans un prochain épisode, nous aimerions en savoir plus sur l'association pour laquelle vous travaillez, Ramsar France. Nous espérons que ce premier épisode vous donne envie de chausser vos bottes et de partir à la découverte des zones humides qui vous entourent. Aujourd'hui, 2 février 2023, c'est la journée internationale des zones humides, alors nombreuses sont les initiatives auxquelles vous pouvez vous joindre. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur notre territoire auprès de Jean-Jacques Feignet qui nous dévoilera les secrets de la formation géologique du pays de Borne. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.